Apple, par exemple, est une des entreprises qui gagne le plus dans le jeu vidéo, alors que c'est incapable de me citer un jeu Apple, tu vois. Electronic Arts qui a voulu les racheter en 2008, Microsoft également qui avait voulu les racheter en 2008, et il y a Activision Blizzard qui a voulu les racheter en 2011. Ils ont tout refusé. Les jeux gratuits, en fait, ils sont financés par les baleines, c'est 0,1% des joueurs qui donnent 90% de l'argent. Il y avait une hyper grosse hype, le cours de bourse était monté, jusqu'au jour de la sortie, et en fait il y avait masse de bugs, le jeu il était injouable, et crash, terminé. Action. Salut tout le monde, nouveau podcast, la même team comme d'habitude, et aujourd'hui on va parler d'une petite actualité assez croustillante qui nous a fait sourire 2-3 fois parce qu'on a reçu pas mal de messages à ce sujet. C'est l'actualité de l'entreprise Take-Two. Donc Take-Two, pour faire très simple, c'est l'entreprise qui détient le studio Rockstar. Et Rockstar, c'est la fameuse franchise GTA, qui est un jeu excessivement connu, qui a fait, je pense, qui a dépassé les milliards de dollars sur GTA 5. Et il y a GTA 6 qui arrive, c'était le premier trailer, ça a fait beaucoup parler. L'action a pas mal bondi. Et donc, on va essayer de voir si c'est dans ce podcast, on va essayer de voir si c'est un bon investissement, une bonne entreprise, essayer de débattre là-dessus, voir un peu ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Donc, un sujet assez sympa. Ouais, en vrai, c'est cool de tester un format un peu analyse live. On va peut-être essayer de partager un peu l'écran, vous dire un petit peu de notre retour. Ouais, chaud. Et c'est sûr que ouais, je te rejoins complètement. Le trailer a bien buzzé. Je sais pas toi l'historique que tu as avec GTA, mais c'est vrai que c'est toujours un jeu. Moi, c'est pas le jeu auquel j'ai le plus joué, mais quand même, on y a tous un petit peu joué. Je me souviens de ma sœur, tu sais, qui jouait à GTA et qui voulait ne respecter les règles, tu sais, respecter Mec, les feux rouges et j'ai la même ça. s'arrêter. Elle Hein. conduisait et respectait le code de la route. Voilà, elle respectait le code de la route. Mec, C'est un truc que les c'est un truc nanas, de elles fou, faisaient ça. souvent quand elles jouaient à GTA. C'est en mode, vas-y, je vais essayer de jouer gentiment à ce jeu-là. Ah bah, Alors que dites-nous c'est déjà le dans jeu les où tu commentaires rases. si vous aussi vous avez une sœur ou un frère qui respectait le code de la route, parce que ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et c'est quand même très drôle. C'est quand même très Après, marrant. tu tiens 5 minutes et après, tu achètes un bazooka et tu Et essayes tu rigoles plus. d'avoir les 5 étoiles sur la police. Mais du coup, oui, le trailer, 148 millions de vues. Euh, il a battu le record du monde de la vidéo la plus vue sur YouTube en moins de 24 heures, hors musique. Donc, il y a des C'est musiques qu'on dingue. fait plus rapidement. Mais en gros, il a battu MrBeast, qui est normalement quand même impossible à battre. Donc, clairement, il y a une énorme hype. Il est très attendu. Il faut aussi dire que GTA 5, c'est sorti en 2013, donc il y a 10 ans. Et Je veux dire, celui-ci c'est est pas prévu le. pour 2025, donc dans 2 ans encore. Donc ça fera Ouais, en 12 plus, ans. c'est ça, il sort pas tout de suite, donc ça fera 12 ans. C'est vrai que c'est pas les jeux qui sortent, voilà, donc forcément ça crée beaucoup plus de hype. Et en effet, l'action plus 61% sur l'année, plus 22% depuis novembre. Donc clairement, on voit une accélération et beaucoup d'attentes par rapport à ce jeu. Maintenant, il va falloir voir derrière la hype, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Ce qu'on peut se faire, Clem, je sais pas si on n'en a pas parlé en amont, mais on pourrait peut-être essayer de suivre un format. Tu sais, moi, dans la méthode Trident, je fais toujours un format, donc du coup, analyse quantitative, donc déjà les chiffres. Ouais. Ensuite, une analyse qualitative, donc un peu plus le business, voilà. Et enfin, une partie valorisation. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que Bah, souvent, vas-y, l'erreur, let's c'est go, hein. de On démarrer, tu vois, tout commencer de suite par sur la la valo, valorisation. Ouais. De dire même le pour, PER est trop élevé ou alors qu'en fait, déjà, il faut savoir un peu de quoi on parle et un peu les caractéristiques de la boîte, quoi. ouais, exactement. Bah, déjà, juste pour remettre un peu dans le contexte, donc Take-Two, c'est une entreprise de jeux vidéo, avec, différents acteurs dans le monde du jeu vidéo. Comme on en a parlé juste avant, il y a Ubisoft qui est très connu, Electronic Arts, du coup Take-Two. Il y a Microsoft aussi qui est forcément un acteur du jeu vidéo. Et la spécificité de Take-Two, on verra ça après, je pense, dans l'analyse qualitative de la boîte, c'est que c'est quand même un modèle assez différent de ses concurrents, dans le sens où ils ont des très fortes licences comme GTA, comme Red Dead Redemption, comme NBA 2K. Mais comme tu l'as dit juste avant, en fait, c'est des jeux qui sortent à intervalles très très longs. Et donc, c'est assez intéressant parce que du coup, pendant ces intervalles-là, il y a tout un business qui est obligé de tourner et qui se fait pas uniquement à la vente du jeu, comme par exemple Electronic Arts avec la vente de FIFA tous les ans, avec du coup chaque année un nouvel épisode. Là, c'est un modèle totalement différent, donc on verra tout à l'heure. C'est très intéressant de comparer les boîtes là. J'ai checké un peu aussi les ratios et les finances, et il y a des belles différences quand même. Donc chaud pour analyse quantitative, et après on verra le business plus en détail. Ouais. Sachant que ce qui est bien, moi je trouve ça bien le fait que tu vois que l'action, l'idée qu'on a eue d'analyser l'action, c'est tiens, il se passe une actualité. Et je trouve ça bien parce que les Anglais disent beaucoup, notamment Peter Lynch, il disait know what you own, donc comprends ce que tu possèdes parce que beaucoup de gens ont un portefeuille boursier, ils savent même pas dire en fait ce que fait l'entreprise qu'ils ont en portefeuille.
Et moi, j'irais même plus loin. J'aime bien l'idée de même dire own what you know. C'est-à-dire, non seulement il faut que tu comprennes ce que tu as en portefeuille, mais idéalement, tu as en portefeuille que des choses que tu vois, que tu connais toi-même déjà, en Ouais. fait. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu l'équilibre entre, par exemple, je pourrais, moi, acheter une boîte dans la pharma et m'intéresser à la pharma pour comprendre le domaine. Et peut-être que j'en comprendrai un peu des morceaux, mais c'est pas forcément un domaine qui m'attire naturellement. Alors que par exemple, le jeu vidéo, je comprends très bien parce que j'ai été longtemps un gamer, je connais très bien les jeux vidéo en Ouais. ligne. Donc, je trouve que c'est intéressant sur cet aspect-là. Quand vous êtes à l'aise avec un domaine, ça peut être un déclencheur de se dire, bah tiens, j'aime bien le jeu vidéo, c'est quoi les acteurs dans le jeu vidéo et est-ce que ça peut être des boîtes intéressantes. Alors à nouveau, il ne faut pas se faire aveugler par ça, mais je trouve Ouais, voilà. Je pense c'est aussi, intéressant de je partir pense d'une que c'est passion. très intéressant de partir de ce principe-là, mais faut aussi faire attention, je pense, au biais je me focus uniquement sur ce que je connais et sans vouloir forcément aller apprendre d'autres choses et découvrir d'autres secteurs qui peuvent être aussi très intéressants si on s'y intéresse. Donc, c'est sûr que quand tu as quand tu as vu beaucoup de choses, bah, forcément, tu connais quand même pas mal de secteurs, mais il y a certaines personnes parfois qui connaissent que certaines petites entreprises ou quoi, et c'est pas pour autant qu'il faut s'intéresser qu'à ça, tu vois? Donc, C'est un équilibre, c'est-à-dire un qu'en effet, équilibre, ouais. je sais pas, tu travailles dans un secteur très spécifique, je sais pas, tu travailles dans les montres et tu vas acheter que des entreprises qui font des montres, bah, c'est vrai que tu risques d'être très peu diversifié. Donc c'est un équilibre entre se diversifier et en même temps pas investir dans des trucs que tu comprends pas, tu vois, des trucs Ouais, où voilà, Warren Buffett, il c'est était complexe. connu pour avoir pas touché la technologie pendant très longtemps parce qu'il disait bah, je comprends pas, je suis pas à l'aise avec le domaine et ça c'est fort parce que notamment quand il y a des explosions, typiquement dans les années 2000, de pas acheter des boîtes de tech, c'est comme en 2020 ne pas acheter des cryptos, tu vois. Ça demande beaucoup de force mentale et de conviction de ne pas s'intéresser à un domaine que tout le monde C'est dit trop. c'est génial, c'est incroyable, quoi. C'est un peu comme pour tout, hein, c'est le syndrome de l'objet brillant où tu as l'impression qu'il faut aller partout pour faire du rendement, alors que parfois, on l'a déjà dit dans le podcast il y a quelques épisodes, mais parfois il vaut mieux être expert dans le domaine et être meilleur que les autres pour extraire le plus de performance de ce que tu sais déjà, plutôt que d'être moyen partout et en fait, tu fais une performance moyenne. Mais c'est exactement ça. Après, si tu es expert dans un domaine, comme tu le dis, peut-être que tu peux augmenter ta pondération sur un secteur particulier parce que tu le connais mieux que les autres. Donc, tu as un avantage concurrentiel par rapport à tous les autres. Et là, ça peut être intéressant, tu vois. Mais après, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais surtout que je pense qu'il y avait un mec qui disait, je sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait voilà, si tu as lu le rapport annuel de la boîte, limite tu es l'expert de la boîte, ça y est, tu vois. Donc aujourd'hui, en fait, il y a tellement d'informations, tellement, tu vois, tu peux être noyé, tellement il y a de boîtes et de choses différentes, que c'est peut-être pas si compliqué que ça de devenir expert tu vois, d'une valeur ou Mm. d'une industrie parce que tu la maîtrises et parce que tu as creusé vraiment le sujet, quoi. Donc Ouais. là, ce qu'on va faire, évidemment, aujourd'hui, nous, on n'est pas non plus des experts de jeux vidéo, on connaît un petit peu en tant que particulier, puis là, on va justement s'intéresser un petit peu à des choses qu'on a pu découvrir sur ce domaine qui est, voilà, qui est très large, où il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que forcément, plus tu passes de temps, plus tu peux connaître les acteurs, etc. Et ça peut être, voilà, ça peut être une porte d'entrée. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à vraiment bien creuser, bien maîtriser, bien comprendre un petit peu toute la chaîne de valeur, quels sont les acteurs typiquement dans une industrie, voilà, comment elle fonctionne, qui c'est qui gagne le plus d'argent dans l'industrie, parce que c'est pas toujours les acteurs qu'on pense. Typiquement, dans le jeu vidéo, Apple, par exemple, est une des entreprises qui gagne le Ouais. plus dans le jeu vidéo, alors que Via les applications, parce que incapable de me citer un jeu Apple, tu vois. ouais, Mais en mais parce fait, qu'ils prennent des ils prennent des ouais, coms sur toutes les apps. juste avec la marketplace, vu qu'ils prennent 30% de commission sur tous les téléchargements d'app et que plein de gens achètent. Et ça, typiquement, je pense que c'est là où il faut faire attention, c'est que des fois, tu peux penser que tu connais un domaine. Et en fait, quand tu regardes les stats, quand tu regardes les chiffres, 100%. tu fais, mais en fait, j'y comprends rien. Enfin, Ouais. je connaissais pas ce domaine. Par exemple, petite question, Clem. À ton avis, qu'est-ce qui rapporte le plus? Et vous pouvez jouer chez vous, évidemment, en nous écoutant. Qu'est-ce qui a rapporté le plus en milliards de dollars en 2022 dans le secteur du jeu vidéo? Entre donc les jeux mobiles, les jeux sur console et les jeux sur PC qui ont été donc téléchargés sur PC. Donc à Les jeux mo nouveau, jeux console, jeux PC et jeux mobiles. les jeux mobiles. Donc selon toi, c'est quoi le classement? Je pense que c'est jeux mobiles, jeux console, jeux PC. Exactement. Et Parce est-ce que que tu peux donner un ordre d'idée, du coup, à peu près de la taille? Est-ce que tu as une idée comme ça je en dirais, milliards de dollars du marché? je sais pas en milliards, mais en pourcentage, en milliards, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il y a peut-être 60% du marché sur le mobile, 25 sur les consoles et 15 sur les ordi. Parce que les mobiles, en fait, on s'en rend pas compte, mais tout le monde en a un. Alors qu'une console, c'est pas le cas, et un ordinateur pour jouer, encore moins, tu vois. Aujourd'hui, les vrais gamers, c'est les ordis.
Je pense qu'on l'a tous connu. Moi, j'ai monté ma tour quand j'étais petit pour jouer à Warcraft, Pareil. etc. Tu vois, j'ai monté mon propre ordi et c'était une minorité de personnes. Et aujourd'hui, Ah tout le non, monde a un mais téléphone. en fait, c'est ça, c'est que le téléphone a littéralement explosé et on parle de 92 milliards de dollars en 2022, les Fou. jeux sur mobile, contre seulement 52 milliards pour les consoles et 36 milliards pour les PC. Donc Ouais, bon, j'ai un peu abusé, mais j'étais pas si loin que ça. on est quasiment à x2, donc finalement les Ouais. jeux mobiles rapportent quasiment 2 fois plus que les jeux consoles. Alors que c'est vrai que quand tu parles à un gamer, il va toujours te parler de jeux consoles, tu vois, il joue très peu sur le mobile, sauf que des fois c'est des jeux qui payent pas de mine sur mobile mais qui rapportent énormément. Je pense au Candy Crush, etc. C'est des trucs qui rapportent Farmland, Farmville, tout ça. C'est Mais des jeux, on justement, se dit, c'est ouais, des jeux de boomers, mais qui rapportent des fois beaucoup de ouf. plus que le jeu qu'un Warcraft hyper connu, ou tu vois. Mais c'est là où en fait, c'est très intéressant et je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on ne connaît pas forcément un secteur. Parce qu'en fait, dans le secteur du jeu vidéo, il y a tellement de choses différentes que je pense que c'est un milieu qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Parce que tu as la vente directe de jeux, tu as les acteurs qui prennent des commissions sur la vente de jeux, tu as les microtransactions à l'intérieur des jeux, tu as les abonnements à certains jeux. En fait, tu as, Les tellement abonnements à de la business. plateforme, tu as Ouais, des abonnements à l'abonnement la maintenant, tu peux plateforme, t'abonner le Game à Pass, par une. exemple, sur, Microsoft. Tu Ouais, as ouais, un nombre de business models dans le jeu vidéo, tu as l'impression que c'est infini et en fait, ça devient, en fait, tu as l'impression que c'est très simple, mais ça devient très complexe une fois que tu alignes absolument tout et ouais. mais après, Puis c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui est assez palpable dans le sens où nous, en tant que consommateurs et utilisateurs, ouais, on touche directement au produit. Donc ça, si, c'est très cool, tu vois? Genre GTA 6, il arrive, c'est un jeu de merde, tout le monde dit que c'est nul et ben forcément, enfin tu le vois, c'est palpable, tu le vois direct. Alors ouais. que si c'est vraiment très, très bien, bah, tu le vois aussi et ça, du coup, c'est Après, aussi l'avantage, je sais pas ce que tu en d'avoir un penses, moi produit comme ça. directement, par rapport à ce que tu viens de me dire, pour moi, c'est un point rouge, un point noir que je vais noter dans la partie qualitative. Donc on n'a pas encore fait les chiffres, mais Ouais. c'est vrai que tout de suite de me dire: «OK, c'est un secteur, où il y a beaucoup de changements», notamment à une époque, je me souviens, on achetait les consoles, tu vois? On allait dans les magasins, on achetait, et cetera. Aujourd'hui, on télécharge beaucoup plus et il y a aussi énormément de jeux qui sont free to play. Il me semble que là, j'ai plus la stat, mais j'ai tombé sur une stat qui disait que, voilà, ça rapportait 2 fois plus d'argent aujourd'hui, les microtransactions et les transactions dans le jeu, Ouais. que finalement l'achat du jeu en lui-même. Donc et puis comme tu dis, il y a les microtransactions, par exemple pour télécharger du contenu supplémentaire, ce qu'on appelle les DLC, que GTA a beaucoup utilisé. Mais tu as aussi des jeux qui sont 100% gratuits. Je pense par exemple à un League of Legends qui va être Mmh mh. 100% gratuit. Tu vas juste acheter des skins. C'est pareil sur Ouais, Counter. C'est juste des skins. Et en fait, quand tu connais pas, tu te dis, bon, c'est juste pour. C'est pour marrant, frimer, t'achètes ouais. un déguisement et tout. En fait, c'est des centaines de millions de dollars que ça rapporte chaque année, parce que les gens qui jouent beaucoup ont envie d'avoir justement des costumes spécifiques pour leur personnage, quoi. Ouais. Mais bon, je pense qu'on pourrait partir presque sur la partie quali, mais on va se focus sur la partie quanti, c'était chaud? Comme ça, on Ouais, regarde un peu allez, déjà à quoi ça ressemble. Je pense on qu'on passera attaque. plus de temps sur la partie quali parce que c'est un secteur qu'on connaît aussi, je pense, que les Ouais. chiffres, on va passer assez rapidement dessus, ça va pas prendre non plus trop, trop longtemps. Mais tu Et veux mettre pour, ton écran? ouais, et pour donner un ordre d'idée aux gens, moi je conseille vraiment de passer 10% du temps sur la partie quantitative, 80% du temps sur la partie qualitative et enfin 10% du temps sur la valorisation. Et je pense qu'il y a trop de personnes qui passent trop de temps, soit trop de temps sur les chiffres ou trop de temps sur tu vois, comment dire, la valo. Alors Ouais, que derrière les chiffres et derrière la valo, il faut comprendre, enfin les chiffres c'est bien, mais derrière il y a une histoire et il faut bien la comprendre pour savoir si ces chiffres-là sont amenés à être répétés ou pas, je ou est-ce pense qu'ils sont que dus à une histoire de moi, chance, quoi. je suis d'accord avec toi parce qu'on a la même stratégie, c'est-à-dire que quand on va sélectionner des entreprises, l'objectif, c'est qu'elles soient de qualité et qu'on les garde le plus longtemps possible. Donc, c'est vraiment la stratégie quality. Donc, nous, je suis assez d'accord sur cette répartition. Donc, en fait, la partie quanti, la partie ratio, la partie finance, c'est un filtre. Genre en mode, si ça passe Mmh. et qu'on a une bonne, des finances très solides et que c'est très bon, ben, ça passe à la seconde étape où là, tu fais toute l'analyse et là où tu passes vraiment du temps pour aller chercher les entreprises de meilleure qualité possible et ensuite la valo. Mais par exemple, c'est aussi intéressant de se mettre dans la position d'un investisseur value qui, lui, au contraire, il va chercher aussi la qualité des boîtes pour pas acheter n'importe quoi. Mais en fait, son filtre, il va le mettre différemment pour trouver des boîtes qui sont sous-valorisées. Et en fait, lui, il fait un peu différemment, tu vois. Je pense que ça Mmh dépend mh. des profils et d'investisseurs et des stratégies. Mais en tout cas, quand tu fais la stratégie quality, qui, je pense, mine de rien, est une stratégie
Je sais pas si c'est. Alors moi, j'ai toujours du mal à dire que c'est la meilleure, tu vois? Je suis toujours la Suisse, Ah, coucou la Suisse. Mais je pense quand même que pour un investisseur particulier long terme, c'est ne pas se tromper que d'aller sur la stratégie quality parce que tu achètes des boîtes qui sont meilleures que les autres. Donc Ben, globalement, en les fait, fondamentaux, le problème avec, comme tu dis, le problème avec peut-être avec à mettre un filtre en fait sur la valorisation dès le début, c'est qu'il y a certaines entreprises qui peuvent te sembler chères, mais une fois que tu les as analysées, tu vas te dire en fait le prix n'est pas si cher que ça. ouais. Parce que derrière, il y a une vraie attente de croissance, il y a un vrai développement, tu vois. Donc, c'est peut-être un peu le souci. Si tu te dis, je veux que des entreprises qui sont un PER inférieur à 20 ou à 15, par exemple, bah, tu peux te retrouver avec des boîtes, naturellement, déjà, tu vas te retrouver avec des boîtes qui sont moins appréciées par le marché. Et il y a peut-être des raisons pour lesquelles elles Mmh. sont moins appréciées. Donc, Moi, je suis d'accord avec toi, hein, moi, j'avoue que clairement. j'ai plutôt tendance à Mais préférer regarder le prix en dernière partie parce que je préfère me dire, OK, je regarde le prix sur des entreprises qui sont d'une qualité similaire. Et donc, tu vois, peut-être qu'un PER de 20, par exemple, ça peut paraître élevé dans l'idée générale, mais si tu compares ce PER de 20 à toutes les entreprises de super qualité, bah, peut-être que c'est un PER qui est finalement pas si cher que ça par rapport à, tu oui, vois. et par rapport au secteur, mais après, tu es d'accord quand même qu'un investisseur value, la plupart du temps, il va quand même filtrer sur, il va plutôt aller chercher des PER faibles pour faire une première idée des entreprises qu'il va potentiellement analyser, tu vois? Bien C'est parce sûr. que sinon, en fait, c'est lui dans sa stratégie, c'est son filtre initial parce qu'en fait, sinon, il peut analyser toutes les boîtes jusqu'à tomber peut-être sur une entreprise sous-valorisée. En Ça fait, il fait dans le sens inverse. Nous, on sélectionne les Ouais, meilleures boîtes et on va chercher celles qui sont le moins chères. Lui, il cherche les entreprises qui sont ils le sont moins moins chères. Et chers. dans les moins chères, quelle est la meilleure, la plus Ouais, qualitative, tu vois. Donc, c'est à l'envers et ça peut aussi tout à fait bien fonctionner, je pense, mais c'est juste complètement un différent, fonctionnement. ouais, très différent. Du coup, tu Euh, montres, ton ordi pour les petits, ratios financiers, tu t'es mis sur allez, quel site du coup? on va partager. Ben, j'ai préparé deux, trois petits trucs en termes de. Est-ce que tu vois mon écran là? Ouais, je vois. Donc là, petite exclusivité, parce que normalement, nous, on note pas les actions qui ne versent pas de dividendes, mais on est en train de préparer le sélection Trident 2025 avec des nouveaux critères. Donc là, c'est un petit peu bordélique parce que tout n'a pas été rangé. Mais du coup, je suis arrivé à retrouver Tech2. Donc, on a 28 milliards de market cap. On a une performance de 26% annualisée sur les 10 dernières années. Donc, c'est quand même énorme. JF score de 80, donc ce qui est plutôt un petit peu faible. On a le ROS qui est un de mes critères préférés. Et là, pour moi, tout de suite, ça passe pas, quoi. On Ouais. a 10% de ROS en médiane sur 10 ans, 12 sur 5 et moins 13 sur un an. Donc, le ROS, c'est vraiment ce qui va mesurer le retour sur les capitaux qu'utilise l'entreprise. Et on va généralement viser plus de 20%. Moi, c'est un peu la métrique, au moins plus de 15% généralement pour qu'il y ait des bons retours sur investissement. Sachant que là, il y a un petit peu, c'est un petit peu biaisé, je crois, parce qu'ils ont racheté Zynga. Ouais, Euh, il y a eu un rachat, j'ai vu, ouais, sur, 2023 là qui a impacté fortement les finances, hein. Ouais, ouais. Et du coup, ça fout un peu les chiffres en l'air, mais ça permet quand même, on peut quand même regarder un petit peu l'historique. On a 43% de marge brute et 8% de marge opérationnelle, ce qui peut être un petit peu faible. Si je vais sur GoFocus et que je descends, j'aime bien parce que ici, on a normalement le fameux, est-ce qu'on va l'avoir, tu sais, avec l'income statement breakdown ici. Ouais, le Spider-Man là. Donc là, on voit qu'on est on est en perte sur l'année 2023. On va peut-être essayer de se prendre l'année 2022 pour voir un peu si on peut avoir un gain, mais on voit que c'est quand même assez faible. Notamment, les coûts sont quand même assez élevés. On voit quand même qu'ils ne gagnent pas que de l'argent avec les jeux, ils ont gagné aussi avec leurs services Mmh. et un petit peu de publicité aussi. Mais on voit quand même qu'il y a, ouais, il y a de la grosse dépense. Enfin, 50% de marge brute, c'est pas trop mal. Par contre, après, il y a aussi beaucoup de dépenses Ouais. opérationnelles, recherche et développement, coûts administratifs. Donc, D'ailleurs, j'ai remarqué que la R&D a pas mal augmenté, sur les dernières années là, tu vois? Sur, 2021, 2022, 2023, les dépenses en R&D ont augmenté. Je pense que c'est justement pour préparer, bah, un jeu comme GTA 6, tu vois? Où plus on se rapproche de l'échéance, bah, plus la R&D et les capitaux alloués à la recherche et développement vont augmenter. Donc on peut même potentiellement penser que sur, 2024-2025, ces dépenses en R&D vont encore augmenter. Il y a forte chance que ce soit le cas. Plus on se rapproche, plus ça va coûter cher, je pense. Avec le marketing et cetera aussi. C'est pas forcément le R&D, mais ces dépenses-là qui vont arriver rapidement aussi, hein. ouais, clairement, ça va augmenter. Après, là, le pourcentage de dépenses en CAPEX, j'ai trouvé ça plutôt raisonnable. Ouais, 11%, ça va à peu près. On a une croissance des ventes qui est quand même assez bonne depuis 10 ans à 9% par an. C'est plutôt sur les free cash flow que ça va pas mal bouger. Donc, je pense qu'en effet, malheureusement, même s'ils essaient de lisser ça, on va en parler dans la partie qualitative avec tout ce qui va être revenu finalement, contenu additionnel, etc. On voit que là, on a quand même eu une chute assez importante, notamment avec le rachat, etc., qui peut complexifier les flux de trésorerie, donc ce qui reste en surplus, on va dire, de cash.
Ici, on a l'EPS aussi qui a pas mal pris un coup, mais globalement, on a quand même une croissance pas mal. On va montrer après un petit phase graph, je pense, qui permettra de mieux voir. Une prévision de free cash flow de 27%. Donc, évidemment, les analystes sont assez bullish sur la suite. Volatilité de 30%, donc volatilité de l'action assez élevée. Et GoroFocus qui donne une note de prédictibilité de 1 sur 5. Donc, en gros, pour dire, c'est le genre d'action où c'est très difficile de prévoir justement ce qui va se passer. C'est aussi le business model de Take-Two avec une hyper dépendance à des grosses licences qui, en fait, c'est difficile de prévoir. Tu te dis, les mecs, ils sortent un jeu sur une licence, sur GTA, ils en sortent un tous les 12 ans. Si ça se passe bien, ça peut très bien se passer, mais si ça se passe mal, ça peut peser très très lourd sur la boîte, quoi. Ah bah là, le coup de l'échec, il est quasiment nul, quoi. Ils peuvent pas se permettre d'échouer. Jusqu'à présent, ils ont jamais échoué. GTA 3, ça a bien marché. GTA 4, ça a très bien marché. GTA 5, ça a très bien marché. Donc, tu peux te dire forcément que ça va marcher. Mais après, à quel point ça va marcher, et puis derrière, combien ça va leur rapporter réellement, parce qu'évidemment, il y a aussi énormément de coûts. Une stratégie qu'ils ont utilisée aussi, qui m'a l'air pas mal, c'est qu'ils vont pas sortir tout de suite. Donc, ils vont sortir d'abord sur console et ensuite sur PC. Donc, souvent, les mecs sur PC, ils vont pas vouloir attendre. Donc, ils vont l'acheter sur console, ensuite, ils vont le racheter sur PC. Donc, tu as des techniques un peu comme ça pour gagner un petit peu d'argent en plus. Ils avaient déjà fait d'ailleurs sur GTA 5. Je me rappelle qu'il avait sorti avant sur console et après sur PC. Si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'était déjà le cas à l'époque. Bah, et je pense qu'ils chopent un peu des deals d'exclusivité aussi avec Sony, ils doivent négocier un petit peu ça, et puis ils sortent ensuite sur PC. Donc ça peut être des stratégies, mais ce qui va surtout être intéressant, c'est de voir à quel point ils arrivent à booster justement les revenus réguliers avec le jeu. C'est vrai que quand même, il faut quand même souligner que GTA 4 a eu vraiment une très belle GTA 5, excusez-moi, vraiment une très belle comment dire, tu vois, il continue de fonctionner aujourd'hui, il continue d'avoir une grosse communauté de joueurs qui jouent, ça continue de faire des ventes. Donc, c'est quand même, aujourd'hui, c'est plus le jeu vidéo, tu vends, et puis pendant 2 ans, tu fais des sous, puis après, tu n'as plus rien. Voilà, on a quand même un système de récurrence qui se met en place, à voir ce qu'ils vont faire pour que GTA 6 soit dans la même idée, quoi. Je pense qu'ils vont faire, si je me rappelle bien, GTA 5, parce que j'ai pas mal joué, c'est sorti sur console, ensuite c'est sorti sur PC, et il y a le GTA Online qui est sorti plus tard. Et en fait, c'est ce GTA Online qui leur apporte énormément d'argent aujourd'hui, parce qu'il y a encore tous ces joueurs qui sont du coup sur le online et qui ont toutes les microtransactions. Mais je sais que c'était sorti plus tard. Donc en fait, c'est vrai qu'il va y avoir un étalement de la sortie du jeu qui est assez smart en fait dans le fonctionnement de l'entreprise, puisqu'ils vont étaler déjà les revenus initiaux au niveau des ventes du jeu en fonction des consoles et des PC, voire même des mobiles, hein, parce que je crois que GTA 5, tu pouvais y jouer presque sur le téléphone, je crois. Il y avait eu une app, je crois, si je dis pas de conneries. C'est possible que je dise une énorme bêtise là, mais en tout cas, je crois. Hein. Ils ont sorti après, et ce qui est bien, c'est que c'est une licence, donc tu peux exploiter une licence. Alors, on le voit aujourd'hui, il y a des limites à l'exploitation d'une licence. On le voit avec Disney qui s'est un peu cramé, notamment sur les Marvel. Le dernier Marvel a fait un bid. Et on voit que la limite un peu d'une licence. Mais ça reste une licence qui a quand même beaucoup de valeur, un GTA. Et donc, en effet, tu peux sortir le jeu mobile, tu peux ressortir des anciens jeux en version remasterisée pour les nostalgiques. D'ailleurs, grosse news, et là aussi, c'est intéressant, Netflix, en fait, a obtenu l'accord de Rockstar Games pour que GTA soit jouable. Donc, je pense que c'est pas évidemment le GTA 6, hein, mais on parle du GTA 5 ou GTA 4 qui soit jouable directement sur Netflix. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a plein de gens qui vont avoir la possibilité de jouer à GTA sur Netflix gratuitement. C'est compris dans l'abonnement. Donc, tu te dis, bah, tiens, je vais me faire une petite partie. Ça te redonne envie le jeu. Et c'est finalement une manière pour Rockstar, de manière un peu détournée, de continuer à faire parler du jeu et donner envie aux gens. Parce qu'une fois que tu as joué au 4, évidemment, tu te dis, j'ai envie de jouer au 6. Et donc, ça, c'est assez intéressant. C'est comme quand ils avaient fait sur Netflix, tu sais, ils avaient sorti The Witcher, la série. Le jeu, qui pourtant était sorti il y a 10 ans, a explosé. Il y a plein de gens qui se sont mis à y rejouer. Donc, la puissance d'une licence, c'est que finalement, et ça, Walt Disney et Nintendo l'ont très bien compris, c'est que, en fait, tu fais un film, tu fais un manga, tu fais tout ce qui est autour de la licence peut donner envie aux gens d'aller choper les autres éléments de la licence, quoi. Ouais, c'est très fort. Hein. Puis surtout qu'ils ont vraiment créé une licence extrêmement forte. Genre, je pense que dans le jeu vidéo, je me demande s'il n'y a pas de licence plus forte que ça. Genre, peut-être FIFA, et encore. Genre, GTA, tout le monde connaît, quoi. Genre, peu importe les générations. Mes parents, ils connaissent pas trop les jeux vidéo, mais je pense que tu leur dis GTA, c'est connu. Et ils ont cette force-là d'avoir cette licence extrêmement forte. Et d'en avoir plusieurs en plus, parce qu'ils ont Red Dead aussi, qui est une très très belle licence, qui avait très bien marché d'ailleurs, Red Dead Redemption 2.
auquel j'ai pas joué, mais très, très bien aussi, ouais. NBA 2K, c'est vrai qu'ils ont des grosses licences. Après, en jeu Ouais, vidéo, tu pourrais citer un Super Mario, tu pourrais citer un Tetris, etc. Mais après, c'est pas Pokémon. forcément Pokémon, c'est pas forcément des licences qui sont toujours exploitées à 100%. Mais voilà, ça va Mais dépendre. après, ce qui est vraiment différent par rapport à ces licences-là, tu vois, c'est que des fois, tu as l'impression que les autres entreprises comme Electronic Arts, comme Nintendo avec Pokémon, etc., tu as l'impression qu'ils les poncent. Genre, les licences, elles sont poncées. Genre, en mode FIFA, tu en as un tous les ans. Pokémon, moi, je sais même plus combien il y en a. Il y a eu des jeux tous les ans presque sur la Switch, machin, bidule. Donc, en fait, ils en font tellement. Ça marche, hein, mais ils en font tellement que tu en arrives peut-être à un moment donné à être lassé. Ouais. L Alors, c'est aussi une faiblesse de Rockstar parce qu'ils sortent un jeu tous les 12 ans, mais c'est aussi peut-être la force de cette licence-là où en fait, c'est tellement exclusif et tellement rare que c'est encore peut-être plus puissant, tu vois? Ouais, ouais, tu raison, mais c'est un très bon point. C'est un peu, GTA, c'est un peu la version luxe, tu vois? C'est un peu le jeu que tu attends pendant très longtemps, et il en sort pas un tous les ans. Mais même, Red Dead Redemption, ils ont beaucoup travaillé et Ouais, c'est un peu à la fin, ça sort, c'est un chef-d'œuvre. Nintendo fait un peu ça aussi avec les Zelda, ils en sortent peu, mais ils mettent tout ce qu'ils ont dedans et ça devient un peu le jeu flagship, quoi, le jeu qui porte en fait, la nouvelle génération de consoles, dessus. Bon, globalement, ce qu'on peut dire déjà niveau quantitatif, c'est que c'est pas terrible. ouais, On a quand même encore pas mal de variations. Les chiffres sont pas incroyables. Moi, typiquement, c'est le genre de boîte, voilà, 10 sur 20, ça passerait pas mes critères. J'irai pas plus loin. Je m'arrêterai là normalement. bah, Maintenant, on va être curieux. Évidemment, on va pour les besoins de la vidéo, on va aller creuser oui, un peu bien plus. sûr, Mais, mais mais c'est vrai que voilà, moi tu vois j'aime bien les déjà, boîtes plus de stabilité dans leurs résultats. Et là, on voit que c'est un peu plus. Et je pense que c'est vraiment dû à l'industrie. Il faudrait que je regarde un petit peu les autres acteurs, évidemment, pour voir un petit peu s'ils obtiennent des meilleurs chiffres, mais ça m'étonnerait. En fait, de manière générale, je ne sais pas ce que c'est tu en pas penses, Clément. Je suis tombé là-dessus il n'y a pas longtemps. Et il y avait un mec qui disait le mieux, c'est des produits B2B indispensables à faible prix. Parce qu'en fait, la force de quand tu fais une vente en B2B, si par exemple tu vends un logiciel de paye en B2B, en fait, la ouais, boîte, elle est obligée de l'acheter. C'est mission critical, tu vois, si elle arrête de payer son logiciel en ouais, B2B, la boîte, elle peut ouais, plus tout payer est ses capote. employés, donc c'est foutu. Donc, voilà. Et en plus, personne n'a envie de changer parce que c'est trop chiant de changer, il faut former toute l'équipe, etc. Et donc, les entreprises comme ça qui font du B2B et qui vendent des produits, et on en a quelques-unes en portefeuille dans le portefeuille Trident, je trouve que c'est très fort parce qu'il y a une régularité qui est beaucoup plus forte que dans le B2C. Ou dans le Ouais, B2C, finalement, nous, en tant que consommateurs, ben, on a souvent beaucoup plus de choix et on peut, pendant un moment, être à fond dans GTA, mais l'année suivante, tu vois, on va jouer à League of Legends, on va jouer à un autre jeu et on n'est pas abonné à au GTA, moins on va pas devoir payer chaque ouais, nous en tant que consommateur particulier, je pense que ou même, de client particulier, tu as moins de friction à changer. Par exemple, pour les logiciels, tu vois, en l'occurrence, les logiciels B2B, je sais pas, j'ai l'exemple de enfin, par exemple, un CRM, tu vois? Quelque chose, genre où tu as toute la une base de données avec tous tes clients, genre, qui te permet d'absolument tout piloter au niveau de ta boîte. Bah, putain, si tu dois changer ça, c'est relou, quoi. Enfin, vraiment, ça prend un temps fou. Donc normalement, tu fais bien ton taf au début, tu le sélectionnes bien et après tu y restes pendant très longtemps. Ouais. C'est comme si Et encore, aujourd'hui, une boîte, je sais pas moi, imaginons, j'avais pris cet exemple une fois, mais genre imaginons que Airbus fait, de l'analyse de données sur Excel et a, des tableaux, de données sur Excel depuis des années et des années et des années et qu'il y a tout qui est optimisé, tout automatisé, que tout est en place et que ça fonctionne très bien. Bah, quel intérêt de partir chez Google Sheets, tu vois? Genre, 0 et c'est je pense que c'est ouais, c'est assez fort, mais surtout dans les grandes boîtes, tu vois, même nous, on le voit à petite échelle sur des petites boîtes. Des fois, c'est chiant de changer de logiciel, etc. Et pourtant, nous, on est très flexible, on n'est pas nombreux. Donc, en effet, quand tu as toute une équipe qui est formée dessus, etc., et que tu l'utilises, il ouais, faut vraiment que le concurrent arrive à être très fort. Ou, voilà. Mais les taux de rétention, généralement, sur des logiciels comme ça, B2B, c'est du 80-90% en fonction du type de boîte auquel tu t'adresses. Parce qu'évidemment, quand tu t'adresses à des petites boîtes, il peut y avoir des faillites. Mais quand tu t'adresses à des grandes boîtes, en effet, c'est extrêmement stable. Donc, c'est des fois dur d'avoir le client à la base, mais une fois qu'il y est, il reste beaucoup plus potentiellement que dans les jeux vidéo, où les jeux vidéo, on l'a vu, ça peut, à un moment, il peut y avoir un jeu vidéo à la mode, et puis ensuite, ça repart. On l'a ouais, vu avec Fortnite, tu vois, il peut y avoir vraiment des boîtes qui explosent d'un coup, mais la stabilité sur le long terme, je trouve qu'elle est plus difficilement trouvable dans les produits B2B, B2C, excusez-moi. Et
les quelques produits que je verrai B2C, ça peut être genre Apple, où il y a vraiment tout un écosystème, où là, certes, c'est des clients, mais même Apple a plus de concurrents. Tu vois, il y a d'autres téléphones, etc. Et les consommateurs, de manière générale, comparent beaucoup plus que les boîtes qui vont toujours aller vers, tu vois, le mec leader, la référence, et partir dessus, quoi. Mais ouais. Mais t'as mon écran là en bas ou pas? Ouais, je le vois, ouais. Parce qu'après, tu vois, genre, tu vois la courbe, si tu peux l'afficher vite fait, je sais pas si c'est le cas là Ouais, actuellement. je l'ai ajouté là, normalement. Hop, vas-y, nickel. Et tu vois, après, sur Take-Two, genre sur 10 ans, l'évolution des. En fait, tu vois qu'il y a quand même l'année 2023 qui vient plomber clairement la. Enfin, plomber bien le truc parce qu'il y a vraiment un résultat net à moins 1,124 milliard, ce qui est assez énorme. Alors que sur les années d'avant, tu vois, bon, c'est pas une courbe à une ascension folle, hein, mais ça reste assez stable. Donc, t'enlèves cette année 2023 là, c'est pas incroyable, mais c'est pas fou. Alors que quand tu regardes genre Electronic Arts, les résultats nets ici, la courbe en noir là, ça reste, heu, ça reste très faible et quasiment tout le temps, quoi. Genre on est presque en décroissance depuis 2020. Et chez Ubisoft, pareil, genre, si tu regardes que les résultats nets, bah là 2023, je sais pas ce qui s'est passé en 2023 pour les entreprises de jeux vidéo, mais ça avait pas l'air d'être la folie, hein. Ouais, Là ouais, pareil, ouais. tu vois, tu bien descendu, là pareil, c'était négatif, là c'était négatif. C'est balbutiant quand même, hein. L'industrie du jeu vidéo, ça a pas l'air non plus, très, très fou. On pourra aller Autre regarder aussi sur Phasegraph. C'était cool que tu montres aussi le petit vis avec le résultat net. C'est vrai que moi, j'aime bien regarder aussi pas mal tout ce qui est free cash flow. ouais, ils étaient Euh, affichés en jaune là. on pourra y retourner après. Il y a aussi ce que j'avais noté, c'est beaucoup le côté acquisition mobile. Donc, ils ont racheté Zynga et c'est ça qui a foutu un peu le feu dans leurs chiffres. Est-ce que c'est une bonne acquisition? Je pense que ça peut être intéressant justement pour renforcer la partie mobile. Donc, Zynga, j'ai regardé, ils ont Farmville, ils ont pas mal de puzzles. Donc, à nouveau, c'est pas des jeux qui payent beaucoup de mines, mais qui rapportent quand même pas mal. Et on voit que c'est un domaine en fait qui se concentre parce que tu vois, Activision Blizzard avait aussi racheté King qui faisait des jeux mobiles. Activision Blizzard s'est fait elle-même racheter par Microsoft. Donc quand même la concurrence commence à être forte avec un petit peu toutes les big tech aussi qui s'intéressent un peu au mobile et notamment Microsoft qui a quand même aujourd'hui, bah voilà, ils avaient la Xbox évidemment, mais ils ont Minecraft maintenant ils ont aussi pas mal de jeux mobiles. Ils ont maintenant tout Activision Blizzard. Ouais, Donc c'est vrai que c'est une concurrence. Le problème quand tu fais face aux big tech, c'est qu'ils ont des deep pockets, quoi. Ils ont de l'argent, ils peuvent se permettre de perdre de l'argent que toi, tu peux pas forcément te permettre de. Tu vois, quand tu fais que des jeux vidéo, tu es obligé à un moment de gagner de l'argent avec ces jeux vidéo-là. Alors que eux, ils peuvent se permettre de perdre sur la partie jeux vidéo, tu vois, jusqu'à, on va dire, effacer un peu la concurrence et ensuite prendre les parts de marché. Ça a été la stratégie d'Amazon pendant très longtemps. ouais. Et, et toutes les Mais big tech s'y intéressent un peu. Alors, elles sont moins spécialisées, donc peut-être qu'elles arriveront moins bien, hein, parce que c'est pareil, elles s'intéressent au streaming. Ça n'empêche pas Netflix pour l'instant de rester l'acteur dominant. Mais sur le jeu vidéo, il y a quand même un peu plus une place à prendre. Notamment, je pense que d'un point de vue, tu sais, sur les fameux. Est-ce qu'on va arriver sur un système, tu sais, de streaming où tu payes un abonnement chaque mois, ouais, comme c'est le cas avec Netflix, pour avoir accès à tous les jeux vidéo. Donc, est-ce qu'on ne va c'est pas finalement complètement sortir de l'ancien modèle qui était d'acheter les jeux vidéo et, c'est ce que fait, Microsoft, hein. Tu vu passer ça? ouais, ben en fait, Avec je suis allé voir, justement les nombres avec le Game d'abonnés Pass? Ouais. au cloud gaming. Alors, à ton avis, qui est le plus gros, qui a le plus d'abonnés du coup dans le cloud gaming aujourd'hui? Entre eux, donc PlayStation, Nintendo, Xbox, Nvidia et Electronic Arts. Ah chaud. Heu, Après, Microsoft, ils ont quand même la Xbox avec, tous les joueurs Xbox. Je pense qu'il y en a une bonne partie qui utilisent le Game Pass parce que c'est quand même genre 10 balles par mois et tu as accès à beaucoup de jeux, dont les jeux d'avant qui étaient quand même très cool et tu peux rejouer à des jeux de ton enfance et tout ça, donc c'est quand même très cool. Et je t'avoue que les autres, je les connais moins bien. J'avais la Play 5 mais je l'ai revendue, parce que j'y jouais pas. Je l'ai revendue, plus cher, sacré investissement, quand il y en avait pas. Et ouais, je connais pas trop les autres clouds, donc franchement, là, pour le coup, je sais pas. Mais peut-être Microsoft quand même, parce qu'ils sont. Je pense que c'est lié au nombre de consoles. En fait, on a 47 millions de personnes sur le PlayStation Plus. Donc, c'est PlayStation qui est premier. Ensuite, on a Nintendo. Ensuite, on a l'Xbox Game Pass. Ensuite, on a Ouais, Nvidia. Et ensuite, on a Electronic Arts. Donc, en fait, ouais, je pense que c'est lié Microsoft au est quand même nombre. troisième.
Moi, c'est ce que j'avais noté quand j'ai analysé la boîte. C'est pas l'acteur dominant sur le jeu vidéo. On a quand même Sony qui est devant, ensuite Nintendo, même Nintendo qui, à mon avis, rattrape un peu Sony. Peut-être pas là en nombre d'abonnés, mais ils ont fait des grosses ventes quand même avec la Switch. Ouais. Et derrière, du coup, Microsoft. Donc, c'est intéressant de savoir aussi, est-ce que justement ce modèle qu'il y a aujourd'hui Take-Two, est-ce qu'il continuera ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui souhaitent? Moi, je sais qu'en tant que consommateur, je sais pas toi, mais c'est vrai que je préférais me dire, je paye un abonnement de 10-20 balles par mois et je peux jouer à tous les jeux plutôt que de devoir acheter à chaque fois un jeu à 70 balles, tu vois. C'est plus, Je suis pas sur les- c'est plus, ouais, exactement. Parce que des fois, en fait, tu achètes des jeux, mais tu te rends compte que en fait, ça colle pas trop et tu le finis pas, quoi. Mais après, Take-Two, je sais pas si tu as vu aussi, mais ils sont assez. Enfin, ils ont eu plusieurs demandes de rachat par les concurrents. Il y a genre Electronic Arts qui a voulu les racheter en 2008, Microsoft également qui avait voulu les racheter en 2008, et il y a Activision Blizzard qui a voulu les racheter en 2011. Ils ont tout refusé. Donc, je pense que c'est quand même un studio et une entreprise qui joue avec ses propres règles quand même. Et je suis pas certain qu'ils se mettent à faire exactement la même chose que tous les autres, dans le sens où ils le font pas déjà. Donc, avec ce système de licence, ils ont peu de licences en vrai. C'est une entreprise qui a 3 licences phares, hein. Il y a GTA, Red Dead et Touquet. Ils ont d'autres petits trucs, mais clairement pas aussi gros. Donc, ils tournent sur ces 3 licences et ils sortent des jeux tous les 12 ans. Donc, déjà, rien que de base, leur modèle est vraiment très différent de tout ce qui se fait ailleurs, j'ai l'impression. Et je sais pas s'ils iront dans ce sens-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais ils ont quand même C'est- l'impression de prendre une tangente un peu différente. Je En pense mode, que ce qui est compliqué, c'est que c'est des jeux, c'est ce qu'on appelle triple A, c'est des grands jeux qui ont demandé beaucoup de temps de développement et qui sont très qualitatifs. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as aussi des jeux qui marchent très bien et qui sont beaucoup plus simples, tu vois, notamment des jeux indés qui reviennent à la mode ou tu vois, des fois, des petites boîtes qui arrivent à te sortir des pépites, juste une petite équipe de 10-15 personnes. On l'a vu avec ChatGPT, une équipe de 10-15 personnes motivées peut faire des trucs de malade, tu c'est la même vois. chose. Et je pense qu'aujourd'hui, l'impact de l'IA, on n'en parle peut-être pas assez. Je parlais avec un Maurice, je connais un mec qui développe des jeux vidéo, tu vois. Donc, c'est intéressant d'avoir un mec qui est à l'intérieur. Alors, lui, il développe plutôt des jeux vidéo, on va dire, un peu jeux mobiles, un peu simples, tu vois, pas forcément très compliqués. Mais il disait, l'IA, c'est révolutionnaire parce que avant créer des motion design pour les personnages et tout, ça prenait énormément de temps. Et il dit aujourd'hui, tu es capable avec des outils comme Midjourney, etc., de créer beaucoup plus Ouais. rapidement différents personnages, différents caractères. Donc c'est sûr que tu n'as pas le niveau peut-être d'un GTA et pour l'instant, il y a encore une vraie marge entre les deux. Mais tu te dis peut-être que ça va rendre la création de jeux vidéo plus simple que ça a pu l'être auparavant. Et donc, qui dit plus simple dit forcément plus de concurrence. Moi, je pense qu'un modèle qui est hyper intéressant, j'ai pas analysé la boîte, mais tu vas me dire ce que tu en penses, c'est le Roblox. Je sais pas si tu as vu, ça cartonne Ouais, chez Roblox, les ouais. ados. Et eux, la force du truc, c'est que, de ce que j'ai compris, c'est un jeu où tu crées tes propres jeux dans le jeu. Un peu comme Minecraft, où tu crées un peu les différents jeux. Et ensuite, tu peux littéralement être un créateur Roblox et gagner du coup de l'argent en créant tes jeux. Donc ça, je trouve ça très fort, ce concept un petit peu de créer Communautaire. une plateforme. Parce que finalement, tu utilises la créativité des gens et les gens vont aller créer sur ta plateforme pour pouvoir gagner de l'argent. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur et ça peut beaucoup plus se développer que juste le modèle classique d'une licence, tu vois. Parce que là, Roblox, tous les gens qui créent dessus, c'est énorme. Et je crois que c'est vraiment ce qui marche, ce qui cartonne chez les jeunes aujourd'hui, c'est limite autant qu'un Fortnite ou quoi. C'est beaucoup ça. Et donc, ça va être intéressant de voir aussi quand ça va vieillir, est-ce que les gens continueront de jouer à ces jeux-là, quoi. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes, hein, qui vont se passer. Je pense que, de toute façon, ça a déjà commencé à changer, hein. Tout le modèle du jeu vidéo est excessivement différent de ce que c'était avant, hein. Avant, comme tu l'as dit, tu achetais ta console, tu achetais tes jeux, puis c'était tout, terminé. Après, là, maintenant, tu as les abonnements. Tu as aussi les abonnements. C'était déjà le cas avant, mais par exemple, quand je pense que tu l'as connu aussi, on est de la même génération. Donc, l'arrivée des MMORPG, où tu devais déjà être abonné aux jeux en ligne pour jouer et dans un monde ouvert avec d'autres personnes. Bon, ça a un peu disparu, pas totalement, mais c'est moins la mode que c'était, enfin que ça l'était quand nous on jouait. Mais quand nous on a démarré ça, eux ils sont arrivés avec un modèle 100% différent et c'était un carton, genre. Il y a eu plein de jeux comme ça. Il y a eu Warcraft, il y a eu Dofus, il y a eu Guild Fallait les Wars. convaincre. Moi, j'étais sur WoW, mais j'avais plein de potes qui étaient sur Dofus parce que c'était gratuit. Moi, WoW, Ouais, j'avais ouais. bien galéré à convaincre mon père, mais je lui sortais des arguments de fou. Je lui disais, mais regarde,
justement, un jeu vidéo sur console, ça coûte 70 euros, mais WoW, ça coûte 15 euros par mois. Donc, si j'y joue pendant plus de 6 mois, en fait, c'est plus rentable. Mais oui, non, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup joué à WoW quand j'étais plus jeune. Je pensais le jeu. Je pense que tout le collège, c'était World of Warcraft et tout le lycée, c'était Dofus. League of Legends. C'est les deux jeux. Toi, c'était Moi, quoi? Dofus, moi. Dofus, Dofus. collège, je me levais la nuit, hein. Je me levais la nuit pour aller. C'est là que tu te dis, putain, les mecs sont forts quand même, hein. Genre, j'étais frappé du bulbe, hein. Je me levais pour Ah, aller miner, parce qu'il y avait ah, personne la nuit et que du coup, je pouvais avoir mes petits minerais et aller construire mes petits trucs, tu vois. Mais ouais, Après, il y avait vraiment le système de progression qui est quand même assez addictif. Et puis, je pense que quand tu es gamin, tu sais, tout de suite, ça prend une place. Moi, pareil, WoW, j'y pensais du jour et matin. Je disais, il faut que j'aille faire des ouais. raids, il faut que j'aille choper, tu vois, et genre, tu deviens complètement. C'est fou parce qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai plus le même niveau d'addiction. Mais ce qui est intéressant quand même dans le jeu vidéo, c'est que justement, je pense que ça vieillit avec les gens. Et aujourd'hui, on le voit, il y a plein de gens qui ont 30, 40 balais et qui jouent beaucoup à des jeux vidéo. Donc, c'est intéressant. C'est un domaine qui va forcément Ouais. grandir parce que le portefeuille est plus grand à 40 ans que quand on a Et 15. ouais, mais tu vois, je suis pas si d'accord avec ça, dans le sens où c'est aussi un modèle, je pense, qui s'adresse alors à tout le monde dans sa généralité. Mais regarde, toi, tu joues plus. Moi, je joue, enfin, ou je sais pas si tu joues un peu, mais je pense pas, vu ton emploi du temps, tu dois pas jouer beaucoup. Vu le mien, non plus. Et c'est vrai, quand tu discutes avec les personnes, les gens qui jouent, ils te disent tous: «C'est cool, mais c'est pas comme avant», tu vois? Avant, tu te connectais, tu avec tes potes, tu te mettais, ton petit casque et tu allais jouer à Counter ou tu allais jouer à Call of avec tes potes en ligne, tu avais des lags, tu rageais, tu passais l'après-midi, tu vois? Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Donc je pense aussi qu'il y a un cycle, d'utilisateurs, et j'ai l'impression aussi, à voir, mais ça, c'est une hypothèse, hein, complet. Comme quand on analyse une entreprise, hein, il faut bien une hypothèse, c'est toi qui m'avais appris ça il y a quelque temps. Mais est-ce que tu trouves pas qu'aujourd'hui, la génération actuelle est peut-être moins à fond que ce qu'on pouvait l'être avant, tu vois? Bien Aujourd'hui, sûr. enfin, les mecs qui sont sur TikTok, genre, tu pas là en train de te mettre: «Putain, je vais jouer avec mes potes», ça s'est un peu perdu, je pense. Il Il y y a a eu plus Fortnite. de, il y a plus de choix aussi. C'est-à-dire que quand tu l'as le soir, qu'est-ce que je peux faire? Tu es avec ta chérie, tu peux regarder une série, tu peux jouer à un jeu vidéo, enfin, il y a plein de choix. Tu peux scroller sur les réseaux et Mmh. donc forcément l'attention, la guerre de l'attention est plus importante. Après, je suis d'accord avec toi et en même temps, je pense que tu as cet aspect nostalgie qui va beaucoup jouer. Et je pense aussi que quand tu es plus âgé, tu te poses moins la question. Mon coloc, il a installé Hearthstone, il m'a dit, j'ai lâché direct 100 balles pour avoir les meilleures cartes du jeu, tu vois. Donc aussi, il faut pas oublier que quelqu'un qui est plus âgé, il va peut-être dépenser en 2 mois de jeu, même s'il joue que 2 mois, tu vois, il va dépenser en 2 mois de jeu Plus que plus Ouais. qu'un gamin qui pourrait y jouer pendant 5 ans, tu vois. Donc l'un dans l'autre, Ouais. tu vois. Ouais, en soi, c'est 2 populations différentes. On va dire qu'il y a ceux il y a les payeurs et les vrais joueurs qui avancent sans rien payer, et à la sueur de leur front et des heures de, quoi. C'est la technique. Dans le poker, ils appellent ça les baleines. Et je crois que dans le jeu vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire que notamment les jeux gratuits, en fait, ils sont financés par les baleines. C'est 0,1% des joueurs qui donnent 90% de l'argent. C'est-à-dire c'est des mecs qui vont arriver sur le jeu et ils vont y aller CB, 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 CB. Alors que tous les autres veulent jouer gratuitement, quoi, tu vois. Et Ouais, d'ailleurs, tout le concept des jeux gratuits, c'était d'offrir des choses. Tu sais, avant, on appelait ça les pay to win et c'était très mal vu. C'était tu payais pour gagner. ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus des déguisements, des choses qui permettent peut-être d'aller un peu plus vite ou d'avoir un truc un peu plus joli, mais qui, voilà, il faut surtout pas que les C'est gens des, qui ne payent pas ne puissent pas gagner, quoi. C'est un peu ils je appellent ça pense, des le truc freemium, je important. crois. Des jeux freemium, en gros free, mais tu as une partie premium dans le sens où tu peux quand même dépenser pour améliorer certaines choses, sans Ouais. forcément impacter le jeu, mais plus tout ce qu'il y a autour, exactement comme tu l'as dit, les skins et ce genre de choses. Bon, après, on a pas mal parlé de la qualité quand même de la boîte là. T'as Ouais. d'autres trucs que je pense Petite, que tu avais noté? non, je crois que je voulais te montrer un petit fast draft. Maintenant, on peut peut-être passer sur la valo, quoi, du coup. Ouais, vas-y. Regarde, j'ajoute, tu me dis si tu vois bien. Euh, Tu vois bien mon écran? Ouais, je vois bien. Ouais, pardon, excuse-moi. Je suis passé sur Finviz parce que j'aime bien regarder un petit peu justement dans l'industrie, potentiellement voir les plus gros acteurs de l'industrie. Donc on voit, c'est un peu trompeur et c'est pour ça que tu vois, faut bien faire ses recherches parce que là, tu vois, il me met bien Roblox, il me met Tech2, il me met Electronic Arts, mais c'est tout quoi. Alors qu'on sait bien qu'il y a d'autres acteurs. Il y a Nintendo, il y a Microsoft, il y a Sony, mais tu vois, ils sont pas Tencent? forcément rangés. Tencent, ils sont pas forcément rangés dans cette industrie-là. Dans Electronic Gaming and Multimédia. Donc voilà, il y a plein Ouais. de noms d'industries différentes aussi en fonction des classifications.
Mais bon, je trouvais ça intéressant de regarder un petit peu ça. NetEase, c'est la version un peu chinoise où ils ont pas mal ils adaptent un petit peu le jeu vidéo pour le marché chinois. Voilà. Et après, on a, de toute façon, voilà, moi, généralement, ce qui dépasse, je vais surtout regarder ce qui dépasse le milliard. En dessous, on est vraiment quand même sur des entreprises beaucoup plus petites. Et ensuite, on peut aller sur le fameux fast graph que j'aime beaucoup. Donc ici, on est sur le free cash flow to equity. Donc on voit clairement l'année 2022-2023 compliquée. Ça me fait rire parce que je revois, je revois le post de Sven qui me dit que c'est une étape du Tour de France. Ouais, c'est un peu ça. Il nous a bien fait rire avec ça, mais c'est vrai qu'on a des vrais gros trous en fait dans le surplus de Là, cash. en 2014, c'est le galibier là. Hein. Ouais. Je pense que là, on a eu vraiment la sortie de GTA qui a ramené beaucoup de cash. Après, si on va dans les ventes, on voit que c'est un peu plus stable, on voit que c'est un peu en croissance, même si finalement, on voit aussi que la période 2009-2010, là, pendant la crise, on voit aussi que le jeu vidéo n'est pas un indispensable. Donc, si à un moment il n'y a plus d'argent, c'est pas forcément là où on va mettre son argent. Hein. On voit qu'ils ont quand même pris un moins 71% en 2009 là. Sur les ventes. Donc après, c'est à peu près stable sur les ventes. Si on va dans l'EPS, qui est généralement un peu plus stable aussi que le free cash flow, on va voir ce que ça donne. Voilà, on est en positif depuis 2012, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est cyclique avec des pics, des descentes. Donc c'est un petit peu compliqué. Et on voit quand même une forte hausse qui est prévue du coup pour 2024-2025. On va retourner juste pour très rapidement, est-ce que tu peux juste, après les free cash flow, là, montrer une entreprise comme Visa par exemple, pour montrer un peu ce que nous on cherche et pour comparer avec ça. Parce que là, en soi, ça reste des courbes et c'est peut-être pas parlant pour vous qui nous regardez. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des grosses variations et on pourrait vous montrer ensuite un exemple justement de ce qu'on va plutôt chercher. Même si on va sur un Microsoft, on va voir voilà, ça c'est on a une belle courbe. Une belle courbe de free cash flow. Et d'ailleurs, si on place ensuite la courbe de dividende, on voit en fait le pourcentage qui est versé en dividende. Et pourquoi un Tech2 ne verse pas de dividende? C'est parce qu'ils n'ont pas justement, quand il y a un trou, il faudrait qu'ils s'endettent pour verser le dividende. Donc, généralement, c'est pour ça que généralement les actions à dividende ont des performances assez solides. C'est parce qu'il faut une stabilité dans le business model et une bonne profitabilité pour pouvoir se permettre d'en verser un. Quoi. Donc là, Microsoft, on est pas mal du tout. Et ce qui est intéressant après, c'est de mettre du coup évidemment le chiffre du prix du coup sur le graphique pour voir un petit peu la valorisation. Et aujourd'hui, forcément, donc il me dit qu'on a un price to free cash flow de moins 316 puisqu'on n'a tout simplement pas de free cash flow positif. Donc l'idée, c'est plutôt évidemment la bourse anticipe toujours la suite, donc c'est plutôt de se dire ok, si on retourne, si l'action fait 6,39 et ensuite 9,06. Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'on toutes les prévisions sont un peu compliquées. Vu qu'on n'a pas de stabilité, c'est un peu compliqué de venir le calculer. Alors, on va regarder la performance par rapport au S&P 500. Et tu vois que c'est serré. Hein. Depuis 2003, c'est la même performance que le S&P 500, je pense, avec plus de volatilité. Mais on a 9,48% de rendement annualisé. Si tu pars à partir de la sortie de GTA 5, donc 2014, tu peux on se met sur 10 ans, je suis sûr que ça va. Ouais, voilà, ça les bat. Ça bat le S&P. Comme quoi, c'est quand même assez dingue que… les prix en bourse, il faut comprendre que c'est l'offre et la demande. Et dans l'offre et la demande, pour avoir un prix. Et là-dedans, tu as les fondamentaux de l'entreprise qui, on l'a vu, ne sont pas non plus extraordinaires. Il y a quand même mieux. Et ensuite, tu as toute la psychologie des investisseurs qui joue énormément. Parce que là, ce qu'on voit, par exemple, juste avec un trailer, on voit ce pic-là qui fait monter l'action. Et on se retrouve avec une action qui n'a pas forcément des fondamentaux ultra solides comme ce qu'on pourrait chercher nous pour un portefeuille quality, mais par contre, qui bat le S&P depuis 10 ans. Et comme quoi, il y a aussi des exceptions et que c'est pas l'unique vérité parfois de dire qu'il y a que les entreprises de très bonne qualité qui vont battre le S&P. C'est pas vrai. Il y a aussi des exemples comme celui-ci où les gens y croient en fait. C'est juste que c'est un peu plus spéculatif, que tu as plus de volatilité, que tu es un petit peu moins sûr de ce qui va se passer. Là, on voit qu'on avait quand même une énorme bulle à la sortie de 2020 quand même qui est montée très forte. Et on voit par exemple si tu avais acheté en 2008, on a quand même toute une période ici. Je pense qu'il faut bien retourner en 2016, donc peut-être 10 ans plus tard, quasiment 10 ans plus tard, pour pouvoir être enfin dans le positif, tu vois. Donc il faut quand même faire attention, je pense. Faut toujours quand même faire attention à la valo, essayer de payer un prix qui soit pas complètement délirant. Et c'est vrai que sur ce genre de boîte, c'est un peu compliqué. Si on va dans le forecasting, qu'ici qu'on se met sur custom, on peut quand même imaginer en fait. Alors là, il me met rien.
mais ici, on a les estimations des analystes avec les différents pourcentages. On peut s'amuser et voir combien on pourrait gagner si l'action retourne à un certain free cash flow, etc. Donc, c'est toujours possible de faire des estimations, mais compliqué sur une boîte qui n'est pas Ouais. stable. On va On aller en revient voir à, concurrence un on en peu. revient à la prédictibilité tout à l'heure dont tu parlais justement qu'elle avait un score de prédictibilité de 1. C'est exactement ça en fait. Vu que les ventes sont difficiles à prévoir, que les free cash flow également sont une très grosse variabilité, en fait, faire une prévision sur ce genre de boîte, je pense que c'est un peu mission impossible, hein. C'est trop, enfin, il y a trop de variables et ça bouge trop pour. C'est pas comme Ouais. une boîte qui fait de la croissance linéaire depuis des années et des années. Et en fait, tu peux presque prévoir qu'elle va faire cette croissance-là plus ou moins l'année d'après. Là, c'est pas le cas en Ouais, fait. c'est ça, c'est que tu peux calculer une linéarité. Et d'ailleurs, c'est un truc que je vais essayer de rajouter. Moi, maintenant, tu as une formule comme ça sur Excel qui permet de calculer la linéarité des résultats. Donc, c'est-à-dire que tu donnes un enchaînement de résultats et ça te dit à quel point l'augmentation est linéaire ou pas. Et là, on voit que Electronic Arts, tu vois, moi, je trouve que les résultats sont bien plus intéressants. Alors, certes, on a Ouais. une explosion, une grosse perte en 2009-2010, mais au niveau des free cash flow, ils sont même mis, les aucun, ils sont même mis à payer un dividende. Ils étaient confiants. Tu vois, sur leur revenu. Donc, on voit que c'est un petit peu plus stable, probablement parce que ils sont pas sur un modèle justement avec une sortie tous les 12 ans d'un méga blockbuster, mais plutôt des sorties régulières, quoi. Ouais. Mais ouais, au niveau des free cash flow, tu vois, sur 10 ans, la moyenne, là, je suis sur Vice, là, c'est 20% de croissance des free cash flow. Donc, ça, c'est élevé, hein. Et Ouais, sur les résultats nets, on est à plus 23% sur 10 ans. Et par contre, c'est sur 5 ans. Tu vois, c'est là aussi que je t'en parlais la dernière fois, justement, que je regarde la moyenne à 10 ans et la moyenne à 5 ans aussi pour voir l'évolution de la boîte et pour voir si, justement, elle était plus en forme sur les 5 premières années de la moyenne à 10 ans que sur les 5 dernières années qui viennent de passer. Et là, en l'occurrence, tu vois, si tu regardes sur 10 ans, tu es à plus 19. Si tu regardes sur 5 ans, tu es à moins 3 au niveau des free cash flow. tu vois, moi, je suis à Donc, -1 de mon côté, donc c'est à peu près la même ouais, chose de parce mon que côté. je sais pas, de ton côté, tu as aussi, en 2019, il y a une année assez exceptionnelle. Non, moi, tu vois, alors, si tu vois, faudrait qu'on Au compare niveau, avec les mêmes chiffres parce que moi, sur 2019, j'ai un -8%, tu vois, sur le free cash flow par action. attends, en 2019, alors c'est pas les free cash flow, mais c'est au niveau des résultats nets, Ah oui, les alors earnings. attends, Regarde les on va aller earnings. On va aller sur les earnings pour voir si, je sais pas si c'est exactement ceux-là qui sont utilisés. Non, Ouais, moi tu as j'ai un un petit pic en 2019 là, mais et ensuite ça rebaisse en 2020. Non, mais globalement, là, Electronic Arts, on a quand même, on a un peu plus. Donc, tu vois, faudrait creuser, voir si le business model. On voit quand même que c'est le triple B+, donc c'est pas forcément hyper élevé comme note de notation. Je pense que S&P voit quand même un petit peu le risque qu'il peut y avoir Ouais, dans les jeux vidéo. Mais quand même, depuis 2008, ils ont prouvé. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie crise. Tu vois, d'ailleurs, en 2020, ils ont perdu 5%. La partie en gris, là, c'est les périodes un peu de récession. Donc, ouais, à voir comment ça se passe, si on a une nouvelle récession aussi, à quel point les gens coupent les dépenses comme ça qui sont pas forcément indispensables. essentiel, ouais. On peut se terminer par un petit Ubisoft Cocorico, puisqu'à la base, c'est français. Je crois qu'ils sont aussi très Ouais, présents au Canada. Et là, malheureusement, pas terrible. ouais, coup dur pour Attends, le joueur français. Ouais. Coup dur pour le joueur français. Ah ouais. Ouh là 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 là. En plus, on était monté très très La haut réaction, je suis mort. en Qu'est-ce que 2018 c'est? Mais qu'est-ce que et, c'est que cette cata? et si on va voir un petit peu les free cash flow, est-ce que ça va s'améliorer? Ça m'étonnerait. Ok. Ouais. Ouais, c'est un peu moins pire quand même, hein. C'est un peu moins pire, mais c'est vrai quand même que faut Mais être ouais, prudent mais en tout cas, il y a une prévision prudent. pour 2024, pareil, il doit y avoir un espèce de rachat qui c'est pas possible Ouais. de passer, Faut il y a quelque chose. Faudrait creuser un petit peu pour voir. Est-ce qu'ils ont non, ils ont pas versé de dividendes non plus. Donc ouais, c'est vrai que moi en conclusion de tout ça, tu vois mon Clem, j'aurais tendance à préférer m'exposer aux jeux vidéo via des boîtes type Microsoft, Apple, où je me dis ils n'ont pas que le jeu vidéo, ils pourront Ouais. bénéficier du jeu vidéo, mais ils ont aussi d'autres choses qui sont, tu vois, d'autres parties du business qui sont beaucoup plus stables. Euh, On peut ouvrir le débat pour peut-être un futur podcast à voir, mais c'est exactement la même réflexion qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, par exemple. Est-ce qu'il y a des boîtes qui font uniquement ça? Et puis il y a des boîtes comme Microsoft qui sont quand même plus ou moins bien placées dans le secteur et qui vont aussi évoluer avec tout ça.
qui vont en profiter également. Et peut-être que c'est beaucoup moins risqué d'investir sur une boîte qui est déjà bien implantée avec des business qui fonctionnent très bien et qui va profiter également de la croissance de l'IA, plutôt que d'aller acheter une petite boîte d'intelligence artificielle qui va être extrêmement volatile et avec très peu d'historique, etc. Bah, après, Donc, les gens, pour faire l'avocat du diable, ils te répondraient que le gain n'est pas du tout le même, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que ah oui, quand tu achètes des non, mais large clairement. caps, tu mises plutôt un 10-12% par an. Quand tu achètes une petite boîte dans le jeu vidéo ou dans la startup, bah, tu espères qu'elle se fasse racheter ou tu espères Ouais. tu vois, tu peux même l'acheter avant qu'elle soit cotée. Tu espères qu'il va y avoir un IPO et que tu vas faire x10, quoi. Donc, je Après, pense c'est que ouais, une c'est deux stratégie différente, stratégies. hein. Moi, je sais que mon objectif, c'est plus le long terme et de bien dormir la nuit. Et je dors bien. Ça me va très Non, mais bien, tu vois. c'est sûr. Et c'est intéressant de se dire, tu vois, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le fait que ils ont beaucoup été nombreux à essayer de racheter Tech2. Peut-être que Tech2 fait quelque chose qui est très difficilement, tu vois, c'est peut-être ça la valeur. Ouais, Euh, Tu sais, si les big tech, elles n'arrivent pas à racheter, bah, elles vont essayer de concurrencer. Mais je pense que c'est difficile de concurrencer un spécialiste. Et moi, c'est un truc que je cherche aussi dans les boîtes. J'aime bien les boîtes qui sont spécialisées dans leur domaine et qui évitent de trop s'éparpiller. Et là-dessus, chapeau bas à Tech2 parce qu'ils ont quand même cette force, je pense, qui les différencie, comme tu l'as souligné, des fois d'autres boîtes où voilà, ils ont charbonné sur leur licence et ils ont quasiment fait toujours un sans faute. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça sort, les gens sont comme des oufs parce que voilà, ça a été très très travaillé. Et on n'est pas voilà, on n'est pas dans faire de la masse, on est vraiment dans faire quelque ouais, chose de qualité. Et on le voit. Typiquement, un Netflix qui est spécialisé en streaming arrive à battre les big tech. Typiquement, un Spotify qui est spécialisé en streaming audio arrive aussi un petit peu à battre les big tech. Donc, à voir pendant combien de temps ça va durer. Mais souvent, quand même, j'ai l'impression que l'entreprise spécialiste arrive toujours à se faire une place malgré la concurrence, des concurrences, on va dire, de plus généralistes d'entreprises qui sont moins spécialisées là-dedans, quoi. ouais. Et ça pourrait être très intéressant. Bon, à voir où on sera, mais ça serait marrant de refaire un épisode à la sortie de GTA 6 pour voir ce qui s'est passé en fait. Ça serait drôle de voir un peu l'évolution. Bon, là, on en est pendant quelques années, hein, donc c'est pas de suite, mais ça serait rigolo de voir justement ce qui s'est passé pendant les années de préparation et à la sortie. Ouais, faites attention parce que souvent, tu sais, en bourse, c'est quoi l'expression? C'est, tu sais, acheter la rumeur, vendre la news ou un truc comme Ouais, ça. C'est le truc où limite, il faudrait acheter quand il y a une rumeur d'un truc et puis vendre une fois que c'est fait. Des fois, il y a trop de hype autour d'un truc et justement, l'action va baisser le jour où le jeu sort alors que le jeu peut être un succès. mmh. C'est assez compliqué. Moi, je me souviens j'avais Bah, c'est analysé, ce tu qui s'est sais, passé avec Michael Burry sur ouais, GameStop, il achetait la boîte quand justement il y allait avoir une nouvelle génération de consoles parce que souvent quand il y a une nouvelle génération de consoles, donc GameStop c'est ceux notamment en France, ils ont les Micromania. Donc c'est vraiment une boîte en grosse perte de vitesse qui a reconnu un peu une bulle, une énorme bulle spéculative euh, avec tout ce qui s'était passé avec l'affaire GameStop. Mais globalement, ce que je trouvais intéressant avec Michael Burry, c'était de se dire, voilà, mais lui, c'est du court terme, tu vois. Il va y avoir des ouais, traders, forcément, qui vont se non, dire, tu vas en là, il y a une profiter. hype autour de GTA, j'achète, je revends. Mais pour un investisseur long terme, nous, on a vraiment essayé de l'analyser de manière long terme. On voit qu'il y a quand même pas mal de points d'ombre et c'est un petit peu Il y a compliqué. Ouais, et puis il y a des exemples aussi qui sont déjà arrivés, sur, exactement la même chose en fait. C'était, CD Projekt et Cyberpunk, je sais pas si ça te parle? Ah C'est oui, un jeu, Cyberpunk 2077 où hyper justement, attendu. il y avait une hyper grosse hype, le cours de bourse était monté, monté, monté jusqu'au jour de la sortie et en fait, il y avait masse de bugs, le jeu, il était injouable et pouah, crash, terminé et ça a été une galère derrière parce que je crois que le jeu, il a jamais réellement vraiment autant marché que ce qu'il aurait dû. Parce qu'en fait, ça avait flingué la confiance, je pense, des consommateurs et ouais, donc c'est déjà arrivé. Donc à voir aussi comment ça se passe. Mais, ça peut et au contraire, ça peut très bien se passer si le jeu est excellent et forcément, bah, si le jeu est excellent, c'est, possible de prévoir ce qui va arriver dans les années, suite à la sortie du jeu avec, un online, avec des microtransactions parce que le jeu est excellent et que les gens, ils vont y rester comme sur GTA 5 et derrière, tu as une prévisibilité un peu plus élevée. Ouais. Mais comme tu dis, je pense que c'est une belle leçon sur aussi faire attention avec la hype. Là, il y a une grosse hype. Je pense que Rockstar vont pas faire cette erreur normalement. C'est-à-dire il faut hyper le jeu, mais pas trop hyper au point que les gens ont des attentes complètement folles par rapport au truc. C'est vrai que là, GTA 6, ça a l'air impressionnant. Je sais pas ce que tu en as pensé du trailer, mais tu as vraiment l'impression d'être dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est ouf. Donc ça aussi, avec Il y a des trucs qui ont fuité aussi, hein. Des gameplays qui ont fuité, je sais pas si tu avais checké, mais il y a un gameplay avec, la femme là qui tient une espèce
de gros lance, enfin une mitraillette lourde là. C'est vraiment bien fait quand même. Donc après, à voir, hein, parce que là, on est à 2 ans de la sortie. Donc il va se passer encore énormément de choses. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu es chaud pour qu'on finisse sur le petit coup de cœur de la semaine? Parce qu'on nous l'a réclamé dans Ouais, on l'épisode. s'est fait engueuler dans les commentaires, mais c'est vrai qu'on l'a oublié On le l'a petit coup de tapé, cœur. ouais, Donc, mais ça peut être cool. partons pour le coup de cœur. Est-ce que tu as un coup de cœur pour cette Moi, semaine? j'en ai un, ouais. J'ai fait un apéro investisseur hier avec du coup des investisseurs majoritairement immobiliers sur Pau. Et du coup, j'ai rencontré du monde, c'était chouette. Et il y a un mec, en l'occurrence, qui m'a fait bien rire. Peut-être qu'il écoutera ce podcast d'ailleurs, mais il s'appelle Peyo. C'est un mec qui a 28 ans, qui a 40 lots, donc 40 apparts, c'est beau gosse, et qui est vraiment hyper smart parce que en fait, le mec, il a construit un écosystème de société qui lui permet d'avoir du coup ses lots, une boîte de travaux pour faire les travaux dans ses lots, une boîte d'ameublement pour faire l'ameublement dans ses lots. Et en fait, il s'est créé un écosystème comme ça et s'est créé un mini empire. Et le mec, il est passionné, c'est impressionnant, quoi. Tu parlais avec lui, tu pouvais parler des heures et des heures et des heures, tellement ça le passionne. Il vivait pour ça, enfin, ça se voit, il vit pour ça. Et tu as l'impression que sa vie, c'est un jeu vidéo aussi, tu vois. Tu as l'impression qu'il joue au Monopoly. Et le but, c'est d'acquérir le plus possible, tu vois. Et très, très intéressant. Donc, ouais, un bon coup de cœur pour ce mec-là. D'ailleurs, j'ai pris son contact, donc très cool. Et toi? Ouais, c'est fou de voir que dans les petites villes, des fois, tu peux avoir comme ça des gros Et players, enfin, que tu connais pas ouais, forcément. c'est Et exactement pour ça qu'on a fait cette. Enfin, c'est Emma, tu sais, qui était à la bulle. ah oui, Euh, oui, j'ai vu qui, passer en plus le Ouais, truc. qui s'est occupé de ça. Et en fait, ça te permet de rencontrer des personnes qui font plus ou moins la même chose que toi. Enfin, plus ou moins de loin, tu vois. Mais des personnes que tu n'aurais jamais croisées si personne s'en occupe, quoi. Et c'est dommage. Parce que nous, sur Pau, on n'est pas non plus énormément, tu vois. Donc, Non, mais comme quoi, il faut des fois les investisseurs, ils existent autour de vous. Il faut juste aller les rencontrer. On va faire aussi la rencontre Trident à Paris là, donc ça va être l'occasion ouais, pour les Parisiens de se rencontrer et puis même de créer des contacts après sur d'autres villes. Je sais que Axel aussi fait une rencontre non officielle Trident à Bordeaux. Bordeaux, ouais. Donc voilà, ils étaient 5-6. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre de rencontre. En plus, je sais pas combien vous étiez, mais des fois en petit nombre, tu as l'occasion de beaucoup plus échanger On que était une quand tu es hyper vingtaine, ouais. nombreux. Ouais, donc c'est parfait. Et je rebondis aussi sur le fait qu'il était passionné et il jouait comme au Monopoly. Ça rejoint un peu le sujet des jeux vidéo. Je pense que celui qui gagne le plus en investissement, c'est celui qui s'amuse le plus, en fait, mais même dans tous les domaines de la vie. En fait, le meilleur joueur de Ouais, tennis, c'est celui qui est probablement le plus passionné par le tennis qui existe, tu vois, parce que juste ça le, tu vois. Et du coup, ouais, quand ouais. tu es passionné, tu fais les efforts que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire, mais pour toi, c'est pas un effort, quoi. Mais c'est exactement la réflexion que j'ai aujourd'hui, hein. Là, je suis toujours avec mes 2 boulots. Je bosse très, très fort sur le programme que je suis en train de lancer. Et en fait, je bosse énormément. Je pense qu'en vrai, si je cumule absolument tout et que je prends le temps où je me forme, et cetera, que je cumule absolument tout ce qui touche à l'investissement en bourse et à cette activité-là et mon activité kiné, je dépasse les 70 heures par semaine, c'est clair et net, c'est sûr. Je bosse les week-ends, mais en fait, je suis tellement passionné que je suis fatigué, c'est du travail, mais je kiffe, en fait. Donc je te rejoins, hein, c'est un jeu. C'est un jeu. Faut essayer Ça d'aligner, va te faire du bien je pense, ouais, ouais, de ouais, passer le ouais, full time et d'avoir justement du temps pour te reposer. Parce que même moi, je me rends compte que c'est hyper important aussi de pas tout le temps charbonner, d'avoir des moments d'exploration, et cetera, sur d'autres sujets, et ouais. cetera. D'ailleurs, ça va être mon petit coup de cœur. J'ai maté sur Netflix hier avec ma chérie, on a maté, on s'est fait happer par la série. Normalement, je vous recommande des trucs un peu, comment dire, qui élèvent l'esprit. Là, ça élève pas beaucoup l'esprit. Mais c'est quand même intéressant pour comprendre le comportement humain. C'est l'adaptation de Squid Game en version Ah in ouais? real life qu'ils ont fait sur Netflix. C'est terrible, mec, c'est terrible. Donc ils l'ont fait sur des Américains. Je pense qu'il n'y a pas que des Américains, il y a des Anglais et tout. Mais ce que les gens sont prêts à faire pour l'argent, tu sais, ça te dégoûte un peu. Mais ce que je trouve fort, c'est que à la base c'était une série, donc c'était imagé. Enfin, tu vois, l'idée c'était les mecs ils vont se faire buter, donc là les gens meurent pas vraiment. Mais tu vois, on voit quand tu mets les êtres humains face à des décisions comme ça un peu horribles, tu vois, à quel point les gens sont des enfoirés, quoi. À quel point, tu vois, les gens peuvent complètement changer tu vois, de visage. Et il y a vraiment des moments, moi, qui sont choquants. Enfin, vraiment, genre, tu te dis, waouh. Vas-y, Mais faut qu'on regarde.
c'est fascinant en fait. C'est comme plein de trucs, c'est que c'est fascinant. Et à un moment, notamment, tu verras, il y a un passage moi qui m'a particulièrement marqué. Alors, en plus, j'en suis qu'à la moitié du truc, mais tu sais, c'est le fameux. Ils doivent choisir entre un rond, un triangle, une Et une étoile étoile. et un parapluie. Et les mecs, ils leur disent, bah, vous arrivez et vous devez vous mettre d'accord. Vous devez être d'accord, tu vois. Donc moi, je me dis, bah, les mecs, ils vont faire un Shifumi. Tu vois, moi, le premier truc que je vois dans un truc comme ça, c'est je me dis, bah, tu vois, et en fait, pas du tout. En fait, ils s'attaquent aux plus faibles. Tu vois, le gamin qui a que 20 ans, ils lui disent, bah, toi, t'as le parapluie, tu vois. Toi, toute ton équipe, parce que tu as aussi la pression sociale. C'est-à-dire, ce que tu choisis, c'est toute ton équipe derrière qui va avoir le parapluie si tu as choisi le parapluie, tu vois. Ouais. Et impressionnant. Comme ils arrivent à essayer de faire craquer. Donc au début, tu vois qu'ils n'arrivent pas à faire craquer les plus faibles parce que le faible, bah, il dit bah non, je veux pas prendre le parapluie et du coup ils perdent tous, tu vois. Ils ont des espèces de petits trucs qui explosent là, tu vois, quand ils meurent. Donc c'est assez marrant, mais bref, encore Vas-y, faudrait que je encore un check, truc parce qu'on où avait hésité d'ailleurs avec Marie de regarder ça, donc en ah vrai, ouais, ouais, franchement, intéressant. C'est ouais, une tu, expérience et c'est une expérience sociale, quoi. tu verras. Et moi, je trouve ça intéressant aussi comment ils arrivent à créer, tu vois, comment tu analyses, comment ils arrivent à créer tu vois, du lien et te faire te sentir apprécier les gens qui participent à l'épreuve alors qu'ils sont hyper nombreux. Tu vois, au début, ils sont hyper nombreux. Et en fait, ils vont prendre certains personnages qui ont des traits de caractère assez forts, tu vois. Ils vont Ouais, prendre le mec qui vient avec sa mère, tu vois, qui est un peu, voilà, qui a un certain style. Ils vont prendre le footballeur américain qui est là, gros muscle, qui dit, je suis le meilleur. Tu vois, Dieu m'a emmené sur cette terre pour que je gagne. Enfin, tu vois. Et, trop euh, drôle. et c'est, non, franchement, c'est assez bien fait. Donc voilà mon petit coup de cœur pour cette semaine. Let's go. Bah, trop bien. J'espère que l'épisode vous a plu, parce que là, je pense qu'on arrive à la fin. Comme d'hab, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire, pour nous dire si, vos sœurs aussi, conduisaient, en respectant le code de la route sur GTA. C'est très important. Dites-nous si vous avez lâché votre assurance vie sur Take-Two, s'il y Ouais, a des gens qui ont si fait vous avez des, lâché des aussi. paris du coup sur la boîte. Et puis si le format vous a plu, on pourra éventuellement faire d'autres analyses. Alors après, je sais pas si on pourra la faire aussi poussée en fonction de l'actualité, etc. On va essayer de plus rebondir un petit peu sur ce qui se passe en ce moment. Donc si vous voyez des choses passer et que ça vous intéresse, qu'on en parle un peu plus en détail. On avait dit qu'on faisait un épisode, on l'a toujours pas fait, mon Clem, On va le faire. les boîtes qui sont un peu écroulées, ça pourrait être intéressant. Mais Ouais. voilà, quand il y a un sujet d'actualité, je pense qu'on préfère le traiter parce que c'est un peu plus intéressant et ça rebondit directement sur, Et puis le sujet sur. arrivera, si c'est pas maintenant, ça arrivera dans quelques temps, on l'a noté. C'est un sujet très intéressant Bah, le et marché est haussier, donc là, du coup, tu as plus envie de parler. Les gens sont plus dans heu, un état d'esprit de qu'est-ce qui va exploser, c'est quoi le truc dans quoi il faut investir. On est vraiment sorti complètement de la peur qu'il y avait en un 2022 peu avec la trop hausse des d'ailleurs, taux d'intérêt. Là, ouais, on est vraiment rentré dans le un peu trop. contraire. Je sais pas toi, Moi mais moi, j'ai du j'ai mal à trouver des actions qui Bah, sont moi, pas j'ai ralenti les achats, hein. Ça faisait déjà un petit moment parce que situation perso et que je mets du cash de côté, mais là, c'est bon, normalement, j'ai mon bon matelas pour et puis bon, j'ai fait quelques ventes aussi, autant dire que ça me rassure par rapport à ce changement d'activité, donc c'est très cool et mais dans tous les cas, je serai pas non plus, 100 serein à investir la même somme que d'habitude, alors que, les valos, commencent à être, quand même assez élevés. Donc toujours pareil, on peut pas, deviner ce qui va se passer. mmh, Faut pas mmh. s'arrêter à 100 je pense, parce que s'il faut, ça va continuer de monter et c'est dommage de s'arrêter là. Mais ouais, il y a une petite euphorie quand même, il a suffi que la Fed dise, «On monte pas les taux» et allez, YOLO. Ah, c'est reparti. Ouais, Donc bon, ça franchement, c'est tout un sujet, je pense. ouais, on pourra se faire un épisode dessus parce que moi, c'est une grosse piste de réflexion en ce moment. Tu vois, justement, l'équilibre. Comment gérer un marché haussier? Parce qu'autant un marché baissier, bon, bah, tu sais que le but, c'est de pas vendre et d'acheter, quoi. Donc, en soi, ça, c'est plutôt assez simple, on va dire. C'est juste psychologique. Mais là, c'est la psychologie inversée. C'est à quel point tu continues de racheter parce que tu te dis, bon, bah, quand même, c'est des boîtes de qualité. En même temps, tu veux pas trop payer. Tu sais que ça risque de descendre, mais en même temps, c'est pas forcément que ça descend tout de suite. Potentiellement, ça Mmh. peut continuer pendant longtemps. Donc, ouais, franchement, il y a des vraies réflexions, des vraies règles à avoir je pense, pour quand même continuer son DCA sans pour autant, en effet, partir dans des bulles et voilà, ne pas conserver assez de cash. L'avantage qu'on a en ce moment, c'est quand même que le cash est pas mal rémunéré. Donc, Ouais. j'avoue que moi, je suis un peu dans une phase aussi. J'ai décidé qu'on faisait une petite pause là et ça va permettre de bien réfléchir à tout ça pour revenir avec un système de valo qui est solide et dans lequel on s'assure de payer un juste prix quand même toujours, quoi. Mais ouais, après il y a quand même, des conditions pour les investisseurs en bourse là, faut pas croire que c'est tout le temps comme ça parce que là, ceux qui ont commencé cette année, c'est comme quand moi j'ai commencé, tu as l'impression que tu es le meilleur investisseur du monde parce que tu fais 20 la première année,
alors que c'est assez ouf, c'est tout qui est monté. Je crois que le S&P, il est à plus 23 ou plus 24%, je crois, depuis le début de l'année, là. Ce qui est énorme. Genre, vraiment, c'est beaucoup plus que. Et Je crois que c'est encore, le plus belle attention, année. parce que ça, c'est le S&P, donc weighted. Tu sais, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo. À ton avis, parce que je crois que tu l'as pas vu, en plus, je l'ai rajouté en bonus. Est-ce que Le tu equal sais, weight? sur 20 ans, qu'est-ce qui rapporte le plus entre un equal weight et un market cap weighted Sur 20 ans? sur 20 ans? Sur 20 ans, tu enlèves l'énorme performance qui se passe sur les big tech depuis une dizaine d'années. Parce que clairement, c'est depuis les années 2010 que les big tech ont vraiment explosé de ouf. Là, j'ai regardé la courbe d'Apple et en vrai, même plus précisément, ça fait depuis le Covid, Apple, c'est impressionnant la courbe qu'elle a pris. Genre, c'est monté terrible. Donc, tu enlèves ça. Et vu que dans le S&P, elle pèse énormément avec la pondération actuelle, je pense que sur 20 ans, c'est le equal weight qui gagne. Exactement. Putain, mais je Equal weight réfléchis qui gagne sur bien. 20 ans et le weighted qui gagne sur 10 ans, par contre. Ouais. Et là, typiquement, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que cette année, je crois que alors, est-ce que je vais me ressouvenir du nom? Je crois que c'est le RSP stock, l'equal weighted. En gros, le RSP, donc qui est equal weighted, il est quand même, il est à 11% sur cette année. Mais, Ouais. mais il est à 11% versus, fais voir combien a fait le SPI, par exemple. Mais je crois que c'est 25 là, hein, quasiment. Hein. Le SPI year to date, il a 23%. Donc, tu vois, Ouais, il y a dingue. une histoire de deux marchés différents, quoi. C'est-à-dire que si tu étais sur les REITs, si tu étais sur des actions à dividendes très safe, etc., et que tu n'avais pas du tout d'exposition à la tech, tu n'as pas du tout eu la même croissance. Et donc, potentiellement, voilà, ça m'a fait sourire parce que sur ma dernière vidéo YouTube, il y a carrément des mecs qui ont dit ouais, il parle, mais il monte pas ses comptes, tu vois. Donc, il y a même des gens, je pense, les chiffres sont tellement abusés. Tu sais, dans la dernière vidéo, j'ai dit que j'avais gagné 50 000 euros de plus-value. Ouais. Et ça m'énerve sur YouTube parce que genre, j'ai 90% de commentaires hyper cool, tu vois, et tout. Et dès que j'ai un commentaire négatif, par contre, il reçoit des likes. Genre, j'ai envie de dire, mais les gars, c'est quoi? Parce que c'est Genre, comme, le mec, les il fait profils des de likes clients. en mode, mais je monte mes comptes depuis le début de ma chaîne, tu peux remonter, tu peux voir tous mes comptes. Enfin, qu'est-ce que j'aurais d'intérêt à aller me Mais raconter? Enfin, c'est ouf, oh, quoi. ouais, ouais. Bon, ouais. Enfin, moi, j'ai même pas envie d'épiloguer là-dessus. Je pense qu'on va, Ouais, stopper le podcast ici parce que sinon, on est ouais, parti on pour un moment. va pas se Mais, lancer là-dessus, mais, ouais, mais en ouais. effet, C'est dommage. Et c'est exactement pour ça d'ailleurs que je fais la série Road to 500K où clairement je vais tout documenter de là où j'en suis, c'est-à-dire là, je sais même plus, 170 000, un truc comme ça de patrimoine net, jusqu'à 500 000. Et le premier qui me dit t'as volé l'argent, je lui dis gros, tu vas te faire toute la série, tu regardes, j'ai cravaché pour en arriver là. Et ouais, même ouais. avec ça, je suis sûr et certain que la majorité des personnes qui mettront des commentaires négatifs ne regarderont pas cette série-là. Et donc, en fait, tu peux pas te battre contre tout le monde, c'est compliqué. Non, mais c'est sûr. Bref. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que autant, tu vois, tu peux tout à fait avoir des critiques. Je sais pas, il y a pas mal de gens qui disent c'est vrai que ça peut être difficile de battre le marché, etc. Ou je sais pas quoi, tu vois. Des critiques constructives. Mais là, c'est vrai que l'histoire de dire tu montes pas tes comptes, genre, je suis en mode, mais enfin, je les monte depuis le début et je sais bien, enfin, sur YouTube, tu vois, depuis la day one, c'était d'être transparent, d'être honnête avec les gens. Je pense que tu commences à mitonner, tu commences à sortir des faux chiffres. C'est le pire, enfin, c'est la pire Ah stratégie ouais, que tu c'est peux mort. imaginer parce que tu perds la Tout le monde y est confiance fort. de tous les gens, tu vois. Et au contraire, il vaut mieux partager aussi justement les erreurs, les fautes que tu as fait, etc. Bon épisode de podcast qu'on pourrait se faire aussi nos erreurs depuis qu'on a commencé. Mais Ouais. bref, voilà, tout ça pour dire, faites attention, c'est en fonction de votre stratégie, vous pouvez avoir plus ou moins des grosses performances cette année ou pas, en fonction de l'exposition que vous avez eue. Et ça varie selon les années. Il y a sûrement une année où ça va être le contraire, où tu vois, ça va être le equal weight qui va peut-être reprendre du poil de la bête. Ouais. Voilà. Et donc, il faut pas juger sa performance non plus trop sur le court terme. Il faut toujours essayer de se dire, sur le long terme. Et surtout, un truc qui peut être très intéressant, donc on pourrait faire sur les boîtes, et moi, c'est vraiment une analyse que je vais faire sur les boîtes qu'on a en portefeuille. Par exemple, Apple, imaginons, tu as Apple, tu as pris 40% dessus. Est-ce que le free cash flow d'Apple a augmenté de 40%? Si les free cash flow d'Apple ont augmenté de 20% et que l'action a pris 40%, bah en fait, tu as 20% qui est juste de la Spéculation surévaluation. ouais, la surévaluation. Voilà. Et ça peut partir assez vite. Ça peut partir assez vite. Alors, ça dépend voilà, dans quel ordre. Mais moi, je préfère les boîtes qui grandissent au même niveau que leur free cash flow. Donc, la boîte, elle fait plus 20% de trésor, de surplus de cash. Et elle augmente aussi, son cours augmente de 20%. Là, je me dis, OK,
c'est un peu aligné, tu vois. Alors Ouais. que Après, je pense qu'il faut aussi. Là, on pourrait partir sur vraiment un autre épisode, je pense. Mais, genre, juste pour terminer, je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit 100% décorrélé et qu'il y ait vraiment une différence énorme entre l'augmentation du prix et l'augmentation des cash flows. Mais tu es aussi d'accord que l'augmentation du prix, la plupart du temps, c'est aussi une prévision de ce qui va se passer dans le futur. Et que, en fait, tu as aussi un prix qui reflète l'évolution potentielle de la boîte. Et donc, en fait, si Apple elle fait plus 30% l'année d'après et que ça fait au final plus 50 et que 2 ans après, au final, elle a fait plus 60 sur son prix global, ça reste cohérent. Alors qu'en fait, la première année, si elle a fait plus 40 au niveau du prix et juste plus 20 des cash flows, là, il y avait une incohérence, mais peut-être qu'elle a été rattrapée sur l'année d'après, tu vois. ouais. Non, mais c'est sûr Donc, que au final, ce qu'il faut regarder, c'est aussi voilà, combien tu payes aujourd'hui pour la croissance future. Comme tu dis, c'est toujours forward-looking. C'est toujours qu'est-ce qui va se passer après. Donc, en effet, si la boîte, elle prend 40%, que ses free cash flow augmentent que 20%, mais c'est parce qu'en fait, ils estiment que dans les années futures, etc. Mais il y a toujours ce danger, tu vois, quand tu vois les chiffres gonfler et que tu vois que les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas autant gonflé, forcément, tu es un peu plus méfiant et tu te dis, faut se poser des questions et réanalyser. voilà, exactement. Et essayer plutôt de se concentrer. Ce qu'on a la chance à nouveau, c'est pour ça que moi je suis à fond là sur la recherche de la 6e action Trident, c'est qu'on peut toucher à pas mal d'industries. Et tu as des industries qui ont des performances tout à fait correctes et qui sont laissées pour compte en fait, qui n'ont pas. On l'a dit, cette année, le marché a fait 23%, les entreprises qui ont fait 0, tu vois. Et pourtant, elles n'ont pas forcément, tu vois. Donc, c'est ces boîtes-là que je vais essayer de trouver et sur lesquelles je vais essayer de me focus pour les prochaines parce que il y a des opportunités aussi dans D'autres différentes secteurs. industries, quoi. Bon, allez, deuxième Allez, conclusion, parce que je pense que la dernière conclusion était il y a 10 minutes. À merci à plus vous. tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 Ouais, semaines pour un nouvel ouais. épisode de podcast. Sûrement peut-être la semaine prochaine. Après, je pense qu'il y aura une petite pause sur Noël. Il y a moyen, parce que je pense qu'on va faire une petite pause, un petit break. Et ensuite, moi, je serai à temps plein à partir du 19 janvier. Et donc, normalement, à partir du 19 janvier, mon emploi du temps sera plus facile et on pourra essayer de bien charbonner. Ça va charbonner. Passez de joyeuses fêtes et on se retrouve du coup Très vite. l'année prochaine probablement. Ciao, ciao. Ciao.